Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, je suis particulièrement heureuse de vous retrouver pour ce Zap Crypto. Comme d'habitude, on commence avec le Fear and Greed Index, actuellement à 18. Dans l'extrême peur, le Social Index, toujours bloqué à fond sur Up, et le Market Order Flow, actuellement en recherche de vente. Un petit message avant de vous laisser à la suite de la vidéo. Je voulais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. Sachez que vous êtes une vraie source de motivation. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Du côté du daily, les gars, on est en train potentiellement de faire un magnifique W, mais pour l'instant il est encore potentiel. Et surtout les gars, et ça c'est vraiment intéressant, il apparaît sur le RSI, vous voyez juste ici, hop. Et là pour le coup on pourrait tester la fameuse neckline du W. Donc pour l'instant on serait potentiellement sur une zone de rebond en daily. Donc ça c'est plutôt intéressant pour aller pourquoi pas rejoindre le bas du nuage juste là. On est en train de se poser sur la Tenkan, donc ça c'est plutôt pas mal. On n'a pas épuisé tous les bulls sur ce marché. Il y a ceux qui ont leur stop ici, hein, et il y a ceux qui ont acheté le bottom générationnel ici. Donc il est quand même assez probable, avant qu'on parte, c'est pas garanti, ça serait quand même pas mal qu'on aille un petit peu confirmer tout le monde dans un biais bear. Pas forcément beaucoup plus bas, hein, 17 400 et quelques, et ensuite qu'avec la volatilité ambiante, on reparte à la hausse. Donc perso, je suis déjà prêt à appuyer sur la gâchette en étant avec un biais haussier. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en vue jour, regardez, hein, les bandes de Bollinger continuent de se compresser. Regardez ça, c'est très très bon, très très bon. Enfin, très bon, on se comprend. Ça ne veut pas dire que ça va break forcément par le haut. Mais en tout cas, quand on a des bandes de Bollinger qui sont très resserrées comme ça, c'est qu'il y a de la volatilité qui va arriver. Donc ça, vous le voyez, hein, c'est un peu comme ce qui s'est passé ici. Regardez ça. Là, on avait des bandes de Bollinger élargies. Et ici, on avait des bandes de Bollinger très resserrées. Donc là, il y avait de la volatilité qui allait arriver. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? On a cassé malheureusement par le bas des bandes de Bollinger. Signal de vente, ça crache. Et là, on voit qu'on a peut-être la même configuration. On a une volatilité qui commence à disparaître. On a des bandes de Bollinger qui commencent à se resserrer à fond. Donc là, très bientôt, il pourrait y avoir un mouvement explosif. Alors, soit par le haut, soit par le bas, peu importe. Mais en tout cas, il pourrait y avoir un mouvement explosif à partir du moment où on cassera de façon validée ces bandes de Bollinger. D'ailleurs, vous le voyez, hein, les bandes de Bollinger, elles matchent plutôt bien par rapport à mon range. Parce que regardez, le haut des bandes de Bollinger, c'est quasiment le haut du range. Et le bas des bandes de Bollinger, c'est le bas de mon range. Donc voilà, en fait, ça veut bien dire que quand ce range va être cassé soit par le haut, soit par le bas, et ben là, du coup, on pourra avoir un très 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 joli mouvement qui va arriver. Donc préparez-vous à ça. Concrètement, les gens qui ont ici énormément accumulé de l'Ethereum, tout simplement, concrètement, ici, se placent à la distribution et c'est tout à fait logique et normal que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, Ethereum est plutôt dans une config de Bitcoin 2017 que dans une config de Bitcoin 2020. C'est très early là, hein, ce qui se passe sur Ethereum. Donc c'est pour ça que vous voyez que les adresses à plus de 1000 Ethereum sont en distribution constante. Hein, ici, là, vous voyez, depuis l'ATH de 2017, hein, ça s'explique complètement par cette espèce de... cette très forte accumulation entre, on va dire, 10 et 200 $. Et puis ensuite ici c'est les adresses à plus de 10 000 Ethereum, vous le voyez, qui sont en augmentation ici. Grosse distribution suite au dump, ensuite grosse distribution à nouveau pendant tout le bear market de 2018, 2019, 2020, et puis ensuite début 2021 réaccumulation à nouveau avec la hausse du prix, et là en ce moment redistribution assez conséquente. 10 000 Bitcoin, bon, c'est moins flagrant, mais on est quand même ici, vous le voyez, sur la descente, sur une distribution. Donc la logique ici est un petit peu inverse, enfin c'est pas la même que celle de Bitcoin, c'est ça que je veux vous dire. Pour les adresses à plus de 1 Ethereum, accumulation constante, et c'est plutôt logique et normal. Plus de 10 Ethereum, accumulation constante, sauf légère distribution ici, vous le voyez, sur le premier bull run. Donc ça, c'est complètement normal aussi. Et plus de 100 Bitcoin, vous voyez qu'on a une très forte accumulation ici, pré-halving en fait, hein, entre 235 et 227 $. On a eu ce niveau des plus de 100 Bitcoin qui a énormément augmenté. Et puis ensuite, distribution constante, jusqu'à aujourd'hui recommencer à accumuler. Et là, ça a plus de 32 Ethers, hein, qui est un petit peu le seuil sur lequel vous pouvez stacker vous-même vos Ethers sans faire partie d'un pool de liquidité. Vous le voyez, augmentation constante, distribution sur le bull run, et là, à nouveau, réaugmentation en même temps qu'on va vers The Merge. The Merge devrait arriver entre août et novembre.
vous comprenez ici que si jamais The Merge est tout le temps décalé, c'est forcément qu'il doit y avoir des problèmes. On nous dit oui, ça marche très bien, c'est super, on a fait le testnet, tout fonctionne, etc. et tout, mais vous comprenez ici, je crois que c'était Grand Temps de Crypto qui avait expliqué ça comme ça, qu'on est un petit peu en train de changer les pneus d'une Formule 1 en pleine course sans s'arrêter au stand, puisqu'il faut que la blockchain Ethereum actuelle continue à fonctionner tout simplement pendant que si vous voulez, la blockchain Ethereum actuelle va faire partie de la blockchain d'Ethereum 2. Hein. On ne change pas de blockchain ici, c'est vraiment on rajoute un shard tout autour de. C'est comme si on a déjà rajouté une colonne vertébrale, etc. Et que tout simplement Ethereum 1 n'est qu'une vertèbre de tout ce système. Donc toutes les dApps toutes les applications décentralisées doivent continuer à fonctionner, toute la DeFi doit continuer à fonctionner, tous les smart contracts qui sont déjà en service doivent continuer à fonctionner. Donc c'est quelque chose d'excessivement difficile à faire. Petit point sur le dollar et l'indice devise US dollar, voir que nous avons cassé ici, donc je suis en weekly pour avoir un petit peu de visu. Je vous ai dit que cet order block était très important, avec notamment le niveau de retracement 786 à 110 qui est très très important, avec l'extension haussière qui se trouve ici qui nous le confirme. Donc on avance petit à petit vers l'objectif, petit à petit étant relatif, quand on voit des bougies comme ça. Ici en weekly, on voit qu'on est quand même sur quelque chose de très très fort et qu'on continue à aller chercher. Je pense qu'on ira chercher au moins un minima les 108, 109, et je pense très certainement qu'on va faire au moins une bougie au-dessus pour aller toucher les 110. Ensuite on verra, parce que là le prochain order block réel qui se trouve, il se trouve au niveau de 118 et 117, et là ça voudrait dire quand même qu'il y a une pression monumentale qui va se mettre en place sur l'indice dollar, enfin à partir de l'indice dollar sur le reste. Et là par contre ça voudrait dire que en effet structurellement on commence à avoir quelque chose qui risque de ne pas être très très bon pour le reste, en tout cas qui risque d'exercer une pression très très forte sur les autres actifs, et ce qui serait en même temps logique au vu des conditions de marché actuelles. On a un euro en chute libre. En effet, hier, l'euro a atteint un creux de plus de 20 ans. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en fait avec l'euro ? Eh bien, tout simplement, l'euro aujourd'hui inquiète les investisseurs. Vous avez les fonds qui doivent répartir leur argent sur des différentes devises. Et aujourd'hui, les États-Unis paraissent beaucoup plus solides aux yeux des investisseurs. En Europe, on a déjà une crise énergétique qui inquiète fortement. On a plus ou très peu d'approvisionnement en gaz de par les Russes. De ce fait, on se fournit sur les marchés, ce qui fait excessivement monter le prix. Et en plus de ça, on n'a pas forcément la quantité dont on a besoin. On voit aujourd'hui l'Allemagne, comme j'en ai parlé hier, qui a la plus grosse société de gaz qui est en phase de faire faillite. On a de notre côté une inflation galopante comme on le voit, comme dans le reste du monde, mais différemment aux États-Unis, en fait, l'Europe ne fait rien ou pas grand-chose. Aux États-Unis, comme on l'a vu, on sent que les Américains sont agressifs, ils augmentent les taux, donc ça a un petit côté rassurant, alors que ici en Europe, on a une augmentation des taux pour l'instant qui n'est pas là, et qui devrait se faire au mois de juillet de seulement 0,25, c'est-à-dire quelque chose de très faible. Et Christine Lagarde nous a expliqué qu'elle préférait remonter les taux de manière progressive pour pas en fait créer un choc dans l'économie, ce qui n'est pas complètement idiot d'un côté, mais d'un autre côté, ça ne rassure absolument pas, parce qu'on se dit que si l'inflation venait à être beaucoup plus persistante, agressive, on pourrait partir dans quelque chose qui échapperait au contrôle des banques centrales, et on éviterait, enfin on a peur en tout cas d'avoir un scénario entre guillemets à la turque. Donc aujourd'hui, on a effectivement les investisseurs qui quittent le navire et qui investissent leur argent sur le dollar. Donc on le sent, le dollar se renforce énormément par rapport à un panier de devises, et on a l'euro qui est en train de chuter, et beaucoup parlent d'une parité euro-dollar dans les prochains mois, chose qui est tout à fait possible. Quand on regarde les graphiques, on sent que l'euro va pas très bien. Autre mauvaise nouvelle, 1,7 milliard de dollars de Bitcoin volé par une société sud-africaine. Donc c'était le Commodity Future Trading Commission. C'était une société, pardon, ça c'est le Commodity Future Trading, c'est la commission. C'est une société de trading de
pool de matière de mining, etc. Bon bref, un Ponzi général, il n'y avait rien derrière, c'était clairement une coquille vide. Voilà, Mirror Trading International. Apparemment, on a retrouvé le PDG, il n'y a aucun problème avec ça. Il va finir probablement en prison. C'est un Ponzi énorme, tout simplement. Et ça a été validé, vérifié. Apparemment, il y a eu plus de 25 000 ou 23 000 participants au pool qui se sont fait arnaquer, ni plus ni moins. Il est parti avec la caisse. Ok pour ça. Et ça, c'est clairement des choses qui vont commencer à continuer à avoir. Vous savez, les effets Madoff à des échelles beaucoup plus petites vis-à-vis de la cryptosphère, il y en a un paquet. C'est pour ça que, encore une fois, quand vous avez des pubs, des publicités, etc., ne cliquez pas sur ces publicités. On est harcelé en permanence, que ce soit sur le Discord, que ce soit sur YouTube, avec des faux du Bitcoin, des faux RMS, des faux tout ce que vous voulez, qui peuvent être intéressants. Je me suis même moi-même fait, entre guillemets, pas avoir, mais sollicité par des gens sur le Discord direct, en me disant, en discutant avec moi, salut Hermès, etc. Voilà, j'aimerais proposer ça pour le Discord, est-ce que ça peut être intéressant? J'ai fait des bons rendements, c'est un pool de mining avec du staking, etc. Et le mec, il me disait, voilà, depuis un an, j'ai gagné 27 bitcoins. Je me dis, mais attends, 27 bitcoins, c'est faut arrêter, quoi. Sans payer, bien sûr, gratuitement. Non, mais les gens, ils pensent qu'en fait, on peut gagner 27 bitcoins, mais c'est même dans la démarche, en réalité. C'est impossible, c'est mathématiquement impossible, techniquement, probabilistiquement parlant, impossible. Donc je l'ai un petit peu envoyé sur les roses, il a supprimé tous les trucs, donc j'ai fait une capture d'écran, mais pour vous dire de faire attention à des personnes qui vous envoient en fait des sommes, 130 Ethereum gratuitement, juste avec du parrainage ou de l'affiliation, c'est impossible, vraiment, hein. On le répète très régulièrement dans le Discord, il y a beaucoup de scams dans ce sens-là. Restons simples, bon sens et simple. Et parlons maintenant de cette enquête de la société Deb Hammer qui démontre qu'aux États-Unis, un grand nombre de particuliers auraient eu recours à des emprunts pour investir dans les cryptos. En effet, la société de conseil pour les personnes endettées a publié une étude qui montre qu'aux USA, il y aurait 21% des investisseurs crypto particuliers qui auraient eu recours à un prêt pour investir dans les cryptos. Et l'étude démontre également que parmi ces emprunteurs, il y aurait 60% des investisseurs qui ont perdu de l'argent, avec un tiers qui aurait perdu moins de 1000 euros, 6% qui auraient perdu entre 50 000 et 100 000 euros, et 5,5% qui auraient perdu plus de 100 000 euros. Et le top 3 des cryptos qui ont été achetés par ces investisseurs était en premier le BTC, en deuxième le Doge, et en troisième le TH. À savoir que l'étude s'appuie sur un panel de 1500 personnes, et donc les chiffres sortis par cette étude restent à relativiser, mais elle démontre quand même qu'une partie significative des investisseurs crypto américains ont eu recours à des prêts pour acheter des cryptos. Allez, l'école d'été plan B de Lugano a ouvert ses portes. Ça, c'est pas mal, hein. L'école d'été plan B de la ville de Lugano a commencé le 3 juillet avec un total de 86 étudiants de 29 pays représentés. C'est pas mal, ils apprennent justement à se servir de la blockchain, de la crypto, de tout cet ensemble-là. C'est pas mal, ça, c'est bien, c'est bien. Et alors c'est qui est une initiative conjointe de la ville de Lugano et de Tether, voilà, visant à accélérer l'utilisation et à tirer parti de la technologie Bitcoin comme base pour transformer l'infrastructure financière de la ville. Donc on peut dire d'une ville parce que ça pourra se faire autre part. Ça c'est des bons démarrages pour nous, c'est les choses qui nous font avancer. Allez lire tout ça, c'est sur Coin Tribune, vous le trouvez aussi sur d'autres journaux évidemment. On a ça un peu partout et c'est très intéressant. Le gouvernement italien fournira lui 46 millions de dollars de subventions pour des projets blockchain. Vous voyez, ça s'implante partout, ça s'implante, la Suisse, l'Italie, ça s'implante, les États-Unis font beaucoup d'efforts aussi, donc c'est bien, encore une fois, tout ça, des bonnes annonces, si ça vous plaît, vous allez les creuser, moi je survole tout ça, je vais évidemment moi-même les creuser, évidemment, c'est le but. En tout cas, ce principe de blockchain commence à être compris par la plupart des gens et par certains pays, dont la Russie, on va en parler tout de suite, qui ne change pas son fusil d'épaule, mais autorise le minage, c'est ça? Légalise le minage? Non, disons que la Russie, dès qu'il s'agit de trouver un intérêt, t'inquiète pas qu'il n'y a pas de souci à leur niveau. Ils savent très bien comment tirer profit de quelle que soit la technologie. Encore en plus aujourd'hui, quand tu vois les nouvelles sanctions, les nombreuses sanctions qu'ils subissent vis-à-vis de, tu vois, du conflit qu'il y a en ce moment, c'est vrai que finalement, on avait appris sur la chaîne, on avait donné l'information que la Russie en début d'année avait interdit tout ce qui était crypto-monnaie, mining et autres. Et là, tu sens qu'ils sont en train de réfléchir. On l'a dit aussi il y a pas si longtemps qu'ils réfléchissaient à créer leur propre plateforme de crypto.
Et donc tu vois bien qu'ils font un petit peu, pas volte-face, mais en tous les cas qu'ils essayent de tirer ça à leur intérêt. Donc là, par exemple, le mining, ça serait l'autoriser sous certaines conditions, bien sûr. Le but derrière tout ça, c'est pas du bénévolat, hein, c'est bien entendu de taxer toutes les transactions. Et donc d'en tirer un profit, tu vois, sous forme de taxes. Donc tout ça, c'est bien entendu une manne hein, qui vont pas laisser passer comme ça gentiment. T'as super bien résumé la news. C'est une double profit pour la Russie. Ça va leur permettre d'avoir la main mise sur les transactions de ceux qui utilisent la blockchain. Et puis je pense qu'il y aura une espèce d'impôt, tu vois, sur le minage. Ouais, ça va être une taxe gentiment. Bon, ce qui est marrant, c'est que eux, ils se privent pas en tout cas pour profiter des avantages de la blockchain et de la techno. Par contre, c'est que pour leur gueule. C'est-à-dire que le peuple, non, c'est pas la peine la crypto. Commencez pas à rentrer dans ce délire-là. Bah c'est normal, mais c'est normal. Bah ils sont bienveillants, quoi. C'est la bienveillance, merde. Kyve, K-Y-V-E Network, et en fait c'est un article qui parle de l'archivage décentralisé, et je trouve ça fou, parce que moi dans ma tête, quand je pense à l'histoire, par exemple l'histoire de France ou l'histoire du monde, je me dis toujours qu'en fait c'est les gagnants qui écrivent l'histoire. C'est vrai que les perdants, vu qu'ils meurent en général, ils n'ont pas le temps d'écrire un bouquin pour raconter ce qui s'est passé, et des fois comme ça on peut perdre la vérité. Et du coup je trouve que dans l'archivage décentralisé, en tout cas au niveau histoire en fait, si l'information appartient à tous, on peut moins la manipuler, et je trouve ça grave cool pour les générations à venir en fait, qui puissent avoir un peu ce socle commun d'infos archivées à travers le monde et à travers le réseau et la blockchain. Donc vraiment cool. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la description. Et c'est ça l'avenir de Bitcoin, c'est Lightning et l'adoption en paiement. Il faut absolument que cette promesse-là soit tenue. C'est la seule guerre qui reste à gagner pour Bitcoin. C'est pas la guerre de la réglementation. Il est hors champ de réglementation en soi. Si les gens utilisent Bitcoin et pas des stablecoins pour faire des paiements, la réglementation elle sera hors champ. Il n'a plus besoin de passer par des exchanges, ni vers des stablecoins, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, la stabilité, déjà, l'arrivée des stablecoins, moi j'ai toujours dit que c'est une parenthèse dans l'histoire des crypto-monnaies. Le temps que Bitcoin perde sa volatilité. Le temps que Bitcoin s'impose, oui. Et oui, voilà, j'ai retrouvé mon idée de tout à l'heure qui était partie sur Bitcoin en tant que système de paiement. Oui. Effectivement, je sais plus qui aux États-Unis avait dit regardez, personne s'en sert pour payer, c'est que pour spéculer, donc ils ont raté leur cible. Si on regarde l'Europe et les États-Unis, c'est vrai. Je connais personne qui paye en Bitcoin. Si j'en connais, mais parce que je suis dedans, quoi. Mais par contre, si on regarde l'Afrique anglophone. Je parle pas de l'Afrique francophone parce qu'eux, ils ont le CFA. Et le CFA, il a peut-être des défauts, mais il est stable, voilà, à peu près. Et l'Afrique anglophone, Nigeria, Ghana, ils ont des monnaies qui sont plus volatiles que Bitcoin. Du coup, c'est là-bas qu'on trouve les plus grands taux d'adoption, donc d'utilisation en système de paiement de Bitcoin. Mais parce qu'ils ont des monnaies complètement déconnantes, donc du coup, comme celle-là varie moins que l'autre, ils s'y retrouvent avec Bitcoin, quoi. Mais donc c'est vraiment la perte de la volatilité qui pourrait le faire adopter. Mais une limite à ça, c'est que l'or, qui a quand même 5000 ans d'histoire et qui a eu un peu le temps de s'imposer, de s'installer, etc., on peut dire que c'est mature comme truc, l'or. Voilà, ça a fait ses preuves et tout. Ça a quand même une vol de 20% par an. Donc peut-être que l'avenir de Bitcoin, c'est d'être un système de paiement entre des monnaies, entre des choses stables, parce que la stabilité n'est pas humaine. Dans la nature, tu sais, la troisième loi de la thermodynamique, c'est tous les systèmes vivants oscillent autour d'un point d'équilibre. Donc avoir un truc complètement libre, il peut pas être stable mécaniquement. C'est faux de chercher la stabilité. Ce qu'il faut chercher, c'est la vélocité. Un vélo qui est stable, il tombe. Sinon, il est stable parce qu'il roule vite. C'est ça. Voilà. Donc il faut que Bitcoin roule vite. Et il n'y a plus besoin de parler de stabilité. Donc si l'or a 20% de vol, c'est parce qu'il n'est pas assez véloce dans l'économie. Est-ce qu'on laisse tourner l'or ? Ouais, c'est ça la question. Plus on ralentit l'or et plus il a de la vol. Il y a des réglementations pour bloquer l'or, il y a des manipulations de cours de l'or, il y a des actions fortes sur le cours de l'or à cause de guerres, à cause de sanctions, à cause de plein de choses. Donc il subit des freins. C'est un vélo qu'on empêche d'aller vite, quoi. Et Bitcoin, il va subir exactement les mêmes. Et ce qui ne te tue pas, normalement, doit te rendre plus fort. Et je pense que les mathématiques ne peuvent pas mourir par des sanctions. On peut sanctionner en tant qu'on veut, dire que c'est une formule interdite à utiliser E égale MC2 parce que Dieu ne l'accepte pas ou je ne sais pas quoi, elle restera là. On ne désinvente pas le moteur à combustion, quoi. Non. A priori. C'est une petite news de mon personnage favori de 2022 pour l'instant, c'est Z, qui s'exprime sur la finance décentralisée. Et donc, en gros, c'est marrant que lui,
Enfin, c'est ce que j'aime chez ce mec-là, parce que lui, il gère quand même l'exchange centralisé le plus gros de la planète, mais ça l'empêche pas de dire que d'ici une dizaine d'années, la finance décentralisée, ce sera the place to be, tout simplement. Et il parle d'une chose qui est assez intéressante. En gros, pour lui, être sur un exchange centralisé, c'est comme si nos parents ou nos grands-parents allaient sur un site normal, sur un site très conventionnel avec mail, mot de passe, très rassurant, tu vois. Et notre génération et la génération qui arrive, je pense qu'elle sera plus encline à aller sur la DeFi. Et il promet un avenir vraiment radieux à la DeFi. Donc, quand on est allé au salon à Port-Maillot, il me semble, le PWS, si je dis pas de bêtises, où effectivement il était question de... On pensait que ça allait parler de métaverse, etc. Mais en fait, il a été question de DeFi et de NFT ce soir-là, pendant ce congrès. Et donc CZ confirme qu'il voit un potentiel énorme sur la DeFi. Donc là, effectivement, elle n'a pas le vent en poupe, mais à partir du moment où il y a pas mal de choses qui vont être régulées, entre guillemets, parce que ça reste de la finance décentralisée, mais il y a pas mal de projets qui vont être chapeautés, effectivement, je pense qu'il est... Moi, je lui donne pas tort, en tout cas. Bah, il est très réaliste, je trouve il est vachement... Enfin, il est très lucide sur la situation et sur la technologie. Et alors des fois, moi, je trouvais ça un petit peu brut de décoffrage, la manière dont il avait de communiquer, vraiment. Et pour rester poli. Et là, il dit effectivement que la décentralisation, c'est le monde de demain et que c'est la clé et qu'aujourd'hui, ça peut rebuter effectivement, mais que ça sera adapté par tous à l'avenir. Et je rejoins proprement son avis. Et c'est vrai que aujourd'hui, ça fait quand même partie des mecs qui mettent en avant tout cet écosystème et de belle manière. Donc CZ, c'est vraiment quelqu'un de premier ordre, et on a la chance que ce soit quelqu'un d'intelligent. Concernant Swissborg, eh bien, il y a des rumeurs qui ont circulé et qui circulent toujours d'ailleurs pour dire qu'ils sont en possession d'énormément de quantités de ST-ETH et qu'ils sont donc insolvables si jamais leurs clients souhaitent réclamer les ETH déposés. Ils ont écrit une lettre pour dire que depuis le début ils sont transparents, sauf que dans aucun de leurs rapports on ne voit figurer ce fameux ST-ETH ou la plateforme Lido. J'ai donc mené ma petite enquête et on ne peut pas dire qu'ils ont menti à leurs utilisateurs. En fait, on voit que dans l'avant-dernier rapport, ils sont à 96% de leur position d'ETH sur Convex. Et lorsque l'on va fouiller on-chain, c'est-à-dire regarder les statistiques sur la blockchain, eh bien on s'aperçoit qu'ils n'ont pas converti les ETH en ST-ETH auprès de la plateforme Lido, non, mais ils sont rentrés dans la pool de liquidité ETH, ST-ETH de Curve et ils ont mis ces tokens ensuite dans Convex, qui est un optimisateur de farming, c'est-à-dire qui va permettre d'améliorer les rendements. Donc au final, ils n'ont pas menti à leurs utilisateurs, mais ils sont bel et bien exposés au ST-ETH. Dans leur dernier rapport, on voit ce coup-ci bien apparaître la plateforme Lido, où il y a plus de 65% de leurs Ethers. Cela signifie donc que ces 65% sont tout simplement des ST-ETH. Et il y en a encore une partie sur Convex. Donc au final, grosso modo, 80% de la position ETH de Swissborg se trouve en ST-ETH et est donc très peu liquide. Petite parenthèse, on peut constater que les mouvements on-chain correspondent bien au changement qu'il y a eu lieu dans leur rapport. C'est-à-dire qu'on voit bien que le retrait de la pool Curve ETH ST-ETH a bien été effectué au mois de mai et donc ils ne mentent absolument pas sur leur rapport, mais ils ne sont pas les plus transparents du monde. Je pense que beaucoup de monde aurait apprécié tout simplement qu'ils partagent l'adresse. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil en description, je vous partage l'adresse qui m'a permis de faire toutes ces analyses. 40 millions de dollars pour le trésor, 20 000 bitcoins, Celsius éloigne du spectre de liquidation. Une bonne news qui peut éventuellement arriver. En gros, on a remis de l'argent dans Celsius et son prix de liquidation vis-à-vis des bitcoins est passé à 2800 $ par bitcoin environ. Bon,
Ce qu'on comprend dans ces news-là, c'est que les mecs, en fait, ils jouent avec le feu en permanence. Tous ces échangeurs utilisent nos bitcoins comme collatéral pour pouvoir faire des longues sans précédent. Et ils se retrouvent dans la panade, ces gens-là. Ce sont des hommes qui gèrent ça. Alors bien sûr, beaucoup de bots algorithmiques, etc. Ils se font des emprunts les uns avec les autres, qui a quoi, qui a été dans l'UST, qui était pas dans Terra Luna, qui était à droite à gauche. Bon, on se retrouve dans des situations extrêmement complexes, mais on apprend que nos échangeurs préférés jouent avec le feu en réalité. Notamment Celsius, dit échangeur décentralisé. Au final, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On a vu les raisons pour lesquelles j'ai vendu mes positions sur 3 altcoins, Solana, Velas et Algorand, et on a vu qu'à cette occasion, j'avais appris 2 leçons très importantes. La première leçon, c'est que le marketing qui est fait par certains projets crypto cache bien souvent une réalité qu'on pourrait appeler de la décentralisation mensongère. C'est-à-dire que sur le papier, on pense que le système est bien décentralisé, mais dans la pratique, le jour où il y a un problème, on réalise que le fonctionnement du système est fait de telle façon qu'il faut forcément que quelqu'un prenne des décisions pour résoudre le problème ou relancer la machine. Et c'est assez paradoxal puisqu'un système décentralisé, par définition, n'est censé avoir aucun point central et n'est pas censé pouvoir planter. Et la deuxième leçon, c'est quelque chose d'évident mais que je n'avais pas respecté sur ce coup-là, c'est tout simplement de ne pas investir dans quelque chose sans avoir fait une recherche suffisamment approfondie sur le sujet, parce que je pense que si on ne passe pas par cette phase de recherche, alors on augmente drastiquement les chances de regretter plus tard notre investissement. Lamborghini qui va authentifier ses pièces automobiles avec des NFT, et c'est plutôt cool parce qu'effectivement un NFT en fait c'est pas forcément juste un gif de chat qui sert à chi. Derrière il y a une technologie et on peut s'en servir pour les contrats. On en avait déjà parlé aussi pour au niveau des contrats immobiliers pour certifier les transactions, etc. et tout. Et donc là Lamborghini qui va utiliser du coup la technologie vraiment NFT, donc vraiment cool. Et on nous annonce une console ultra révolutionnaire pour 2024, la Polyum One, console 100% Web3, NFT, crypto-monnaie. C'est vrai que comme ça fait rêver, et avec des capacités techniques annoncées qui sont plus que douteuses. Il est étonnant qu'un nouveau acteur sur le marché puisse autant révolutionner l'univers des consoles, qui est un univers où l'investissement est gigantesque et également est aux mains de Nintendo, Sony et Microsoft. Mais bien sûr, évidemment, cela va créer carrément une polémique. Juste à voir le logo de cette console, tiens, c'est très marrant, ça ressemble quand même comme 2 gouttes d'eau au logo de la GameCube. Certes, une très belle console, mais il est vrai que c'est quand même une copie absolument pas clean du tout. Et donc, la console a pour but d'intégrer le Web3 Gaming, le multi-chaîne, et les joueurs pourront, selon ce qui a été annoncé, jouer sur des jeux qui sont sur Immutable X, Solana, Ethereum, Polygon, BNB, EOS, Wax et Harmony, et le tout sans avoir à changer de réseau. La console du coup intégrera logiquement une marketplace NFT et évidemment des wallets crypto de façon à pouvoir faire des échanges, des achats ou des reventes. En gros une console 100% play to earn où soi-disant il sera possible de jouer jusqu'à du 8K, bien qu'aujourd'hui les écrans de télévision qui font du 8K c'est quand même un petit peu compliqué à en trouver. Mais admettons que cela va arriver très vite sur le marché et va se démocratiser. Cependant il ne faut pas forcément se réjouir trop vite. Beaucoup d'acteurs dénoncent au final que c'est une énième arnaque dans l'univers des crypto-monnaies et qu'il y a très peu de chances évidemment vu l'ampleur du projet qui sorte ou en tout cas qui soit viable s'il sort vraiment. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.